Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Ligue vaudoise contre les cancers. Notre association offre un accompagnement professionnel aux personnes qui souffrent d'un cancer et jusqu'à 5 ans après la fin de traitement et à leurs proches. Aujourd'hui, il y a environ 4000 personnes touchées par la maladie chaque année dans les cantons de Vaud. Oui, ça fait peur, mais par contre, les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Grâce aux avancées scientifiques, aujourd'hui 7 personnes sur 10 survivent au cancer et à la Ligue pour offrir un service sur mesure. Nous avons plusieurs services, notamment les services prévention, les services juridiques, les services prévention par exemple avec la réadaptation oncologique, les activités collectives, les dépistages, la protection solaire, etc. Mais aujourd'hui, nous parlerons du service conseil et soutien. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par Lara Fowler, responsable sociale à la Ligue vaudoise contre les cancers. Alors Lara, ici à la Ligue, vous êtes un total de 20 personnes sur les hôpitaux, les cliniques privées, les CHUV. Il faut dire aussi que tout ça est possible grâce aux dons, qui représentent 90% de financement de la LVC, de la Ligue. Et aujourd'hui, cette Facebook Live a pour but un petit peu de connaître les métiers de l'assistance sociale. Et nous vous encourageons à écrire vos questions sur les Facebook, sur la partie commentaires, et nous y répondrons au fur et à mesure. Alors, Lara, lorsqu'une personne a reçu un diagnostic de cancer, la première chose qu'elle pense sûrement, c'est à la mort, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on a peur. Bien sûr, ça nous crée un blocage qui nous empêche de continuer à écouter les explications du médecin. Mais après, avec quelques jours, il y a une myriade de questions qui nous arrivent à propos de la maladie, mais aussi à des questions pratiques. Alors, première question pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait une assistante sociale et comment elle peut nous aider? Alors, l'assistante sociale à la Ligue, elle a pour rôle justement de répondre à tout ce bouleversement que tu évoques. À la fois le bouleversement émotionnel que ça représente, un tel diagnostic, à la fois pour le patient, mais aussi pour son entourage, ses proches. Donc, on est là aussi pour accueillir ces émotions, ces angoisses, ces peurs parfois. C'est un moment, on offre un espace où les personnes peuvent déposer ces inquiétudes-là. Et puis quand c'est nécessaire, on peut aussi faire le lien avec d'autres services. Par exemple, voilà, si la personne a besoin ou son entourage aimerait pouvoir consulter quelqu'un pour avoir un soutien psychologique, c'est aussi quelque chose qu'on peut aider à mettre en place. Et puis on est là à disposition pour répondre à toutes ces questions pratiques que tu évoques, qui sont chamboulées par la maladie. Ça peut être des questions administratives, des questions financières, des questions de logistique, d'organisation familiale. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on aborde avec les patients et leurs proches. C'est un conseil psychosocial dans le général. C'est ça. On prend vraiment en compte la situation globale de la personne. On va aborder plusieurs thématiques. Des fois, les personnes viennent avec des questions très précises, des fois moins. Et on essaye d'aborder les différents aspects de la vie courante pour voir voilà, s'il y a des questions, s'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place. J'imagine aussi beaucoup sur la famille. Par exemple, j'ai eu un diagnostic de cancer. Je dois expliquer ça à mes enfants, à mon entourage. Comment j'ai fait ça? C'est une question peut-être posée. Alors ça c'est juste, c'est vrai que ça fait partie des fois des questionnements qui viennent de la part des patients ou de leurs proches. Voilà, comment aborder la question de la maladie, comment l'aborder s'il y a des enfants suivant leur âge. Donc ça c'est des choses qu'on aborde ensemble, on tient compte aussi de la réalité de la situation de famille à ce moment-là. Et puis on peut donner des outils, on peut donner, voilà, il y a certains, pour les enfants, il y a des livres aussi qui expliquent la maladie, c'est des choses qu'on peut transmettre. Donc voilà, effectivement, ça fait partie des questions qui peuvent arriver, qu'on aborde avec les patients. D'autres questions, j'imagine, ils sont en relation avec le travail au niveau emploi. Non, est-ce que je peux perdre mon travail? Est-ce qu'il peut me licencier? Comment je peux encore prendre des vacances si je suis en arrêt maladie, etc. Alors c'est vrai que la question de l'emploi et des différents droits du travail qui sont liés, c'est des questions qui reviennent très fréquemment. Parce que c'est vrai que à partir du moment où il y a un diagnostic et potentiellement un arrêt de travail le temps des traitements, viennent ces questions-là. La question du droit au salaire pendant la maladie, la question d'un potentiel licenciement.
C'est vrai que ce n'est pas des questions... Aujourd'hui, il n'y aura pas de réponse claire à ces questions-là, parce que c'est vrai que tout dépend de la situation professionnelle des personnes qu'on accompagne, de leur contrat de travail, de la durée de leur ancienneté dans l'entreprise, d'éventuels, s'ils sont soumis ou pas à une convention collective de travail. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on prend en compte pour pouvoir renseigner au mieux les patients qui nous consultent avec ces questions-là, pour qu'ils aient vraiment une réponse pas générale et standardisée, mais vraiment une question par rapport à leur propre situation. C'est très personnalisé. Oui. Et du coup, pour vous approcher, comment il faut faire? Il faut appeler, il faut aller sur les services cliniques, comment ça marche? Alors, comme tu disais, on a la chance d'être présent dans les sites hospitaliers. Donc, il y a la possibilité, effectivement, d'en parler aux médecins ou aux soignants qui accompagnent les patients et leur entourage pour leur dire qu'ils aimeraient consulter un assistant social de la Ligue. Donc, ça, c'est une première possibilité. Et puis, il y a aussi la possibilité de nous contacter directement à notre siège à Pépinay et puis on les réorientera vers l'assistant social de référence par rapport à leur région ou à leur lieu de traitement. Question très simple. Est-ce qu'il faut payer pour ces services ou tout le monde peut accéder à ces services conseil et soutien? Alors, c'est vrai que c'est une prestation qui est gratuite. C'est aussi important et que ça ne doit pas représenter un frein pour les personnes qui nous regardent et qui auraient ces questions-là, qui aimeraient aborder ces questions ou nous consulter. Les prestations sont gratuites. D'accord, ça c'est une très bonne nouvelle. Et j'imagine aussi qu'il y a des questions par rapport à la situation quand elle est inversée. Par exemple, c'est l'enfant qui a les cancers. J'imagine que c'est complètement une situation différente que quand c'est l'adulte qui a les cancers. Est-ce que vous faites aussi un suivi de ce type des cancers au niveau plutôt pédiatrique? Voilà. Oui, alors effectivement, on a 2 collègues qui sont référentes et qui sont dans le service même d'oncologie pédiatrique du CHUV. Alors, il y a des similitudes avec la situation d'un adulte malade parce que voilà, c'est un bouleversement et ça impacte tout l'entourage. Après, il y a des spécificités effectivement et on est aussi là à la fois pour rencontrer l'enfant et accueillir aussi ce qu'il vit, mais aussi les parents, la fratrie qui sont confrontés effectivement à tout un bouleversement. Il y a des questions qui viennent par rapport à l'organisation du travail du parent, si tout d'un coup l'enfant doit être en traitement ou hospitalisé un certain temps. Comment concilier avec la vie professionnelle? Est-ce qu'il faut essayer de trouver un aménagement avec l'employeur ou pas? Donc ça, c'est un accompagnement qu'on propose. Est-ce qu'il faut aussi, dans certains cas, organiser une garde pour la fratrie, s'il y a des frères et sœurs, et puis que tout d'un coup, il faut aller en urgence à l'hôpital donc voilà, c'est vrai que c'est un bouleversement avec des choses. Les familles évoquent souvent le fait que c'est souvent dans l'urgence et tout d'un coup, il faut se déplacer très vite dans le lieu de traitement et il y a des fois des difficultés à anticiper ou à avoir un agenda très réglé. Et on essaye de s'adapter à ça, de pouvoir... La chance aussi, c'est que nos collègues sont sur le site, donc dans le service même, et elles ont les familles ont la possibilité de passer vraiment presque sans rendez-vous quand elles ont des disponibilités, quand il y a un petit trou dans l'agenda et dans le traitement de l'enfant, et puis qu'il y a une possibilité de passer poser une question, les collègues sont à disposition. Oui. En fait, pour ce que je vois, vous travaillez beaucoup en réseau, vous ne faites pas ça toute seule, parce que vous êtes quand même beaucoup en contact, surtout avec, au niveau médical, avec les médecins, peut-être infirmières, avec l'employeur. Du coup, en fait, c'est un travail de réseau, si j'ai bien compris. Alors ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on ne travaille pas seul. Le fait d'être intégré dans les services hospitaliers, bien sûr, facilite l'accès au personnel soignant, aux médecins qui sont référents des situations. Après, il y a des personnes où il y a déjà, par exemple, un réseau qui est déjà mis en place avec d'autres prestataires ou d'autres institutions sociales. Et à ce moment-là, on travaille ensemble. Et puis, pour des personnes où il n'y a pas encore de réseau qui a été créé puis qui a le besoin, ça peut être l'organisation peut-être de soins à domicile pendant la période de traitement, par exemple. À ce moment-là, on prend contact avec les CMS pour organiser. Donc, c'est vrai que c'est jamais un travail tout seul. C'est un travail qui se fait en collaboration avec le réseau de soins et le réseau médical
médico-social au sens large. Il y a une coopération évidente. Tout à fait. Oui. Après, je me permets juste de rebondir sur la question précédente par rapport à la pédiatrie. Une des autres spécificités aussi par rapport à la pédiatrie, c'est que souvent, si les traitements impliquent le fait de quitter momentanément l'école pour l'enfant, on peut proposer tout un accompagnement aussi pour favoriser le retour à l'école. Et ça, c'est une spécificité aussi à l'accompagnement de la Ligue, c'est qu'il y a la possibilité, en collaboration avec la médecine scolaire, d'organiser avec l'enseignant le retour en classe pour expliquer qu'est-ce qui est spécifique à la maladie, peut-être les gestes auxquels il faut être attentif. Parce que c'est vrai que le système immunitaire est aussi affaibli après les traitements. Et d'expliquer déjà la maladie aux copains d'école. Est-ce qu'il peut-être il y a des effets secondaires aussi dont il faut tenir compte? Est-ce qu'il y a des gestes d'hygiène auxquels il faut être attentif? Du coup, vous pouvez aussi être en contact avec l'école, avec les professeurs, avec l'enfant en même temps, la famille, etc. C'est un autre réseau que vous oui, tout à fait, utilisez. Que les collègues de pédiatrie mobilisent. Et puis, c'est vraiment dans le but de favoriser au mieux ce retour à l'école pour l'enfant. Oui. Que les premières questions en fait, que se posent les enfants et l'enseignant trouvent une réponse pour que l'enfant puisse reprendre dans des bonnes conditions. Quelles sont ces questions les plus posées? Ça peut être des questions justement par rapport à la transmission de certaines maladies. Est-ce qu'il faut être attentif à certains gestes? Là, en plus, avec la période actuelle, on parle beaucoup du lavage de mains. Ça, c'est vrai que c'est des règles d'hygiène auxquelles il faut être attentif en tout temps. Donc on a mis en place aussi, en partenariat avec le service de santé des écoles et puis le CHUV, tout un protocole de retour à l'école avec des fiches un peu pédagogiques aussi sur comment un matériel pédagogique qui est vraiment nouveau qu'on a mis en place tout récemment pour expliquer de manière aussi un peu ludique pour les enfants les gestes auxquels il faut être attentif. Vous avez dit aussi, il y a des livres aussi qui expliquent les cancers pour les enfants, etc. On a déjà une bibliothèque ici qui est pleine de livres. Bon, on a beaucoup parlé du soutien pendant les traitements, mais après les traitements, comment ça se passe? C'est vrai que ça, c'est... Alors, les patients l'évoquent souvent, le fait qu'il y a un fort accompagnement de beaucoup de professionnels au moment du diagnostic et pendant la phase aiguë des traitements. Et puis tout d'un coup, une fois que les traitements actifs sont finis, c'est vrai qu'il n'y a plus tous ces rendez-vous médicaux. Et puis les patients évoquent souvent ce sentiment un peu de solitude dans ces moments-là. Et nous, c'est vrai que vu qu'on accompagne vraiment jusqu'à... ça peut aller jusqu'à 5 ans après la fin des traitements. Donc on est là aussi à disposition pour les soutenir sur le long terme, même une fois que je dirais les gros traitements sont terminés, et puis qu'il peut y avoir aussi... C'est aussi là l'occasion où il y a des questions un peu plus profondes qui viennent de la part des patients, et puis on est aussi là à disposition pour les accompagner dans cette période-là. Oui, il y a déjà le retour au travail, mais il y a aussi beaucoup plus que ça. J'imagine qu'il y a des questions aussi au niveau financier ou au niveau famille, etc., qui se posent après le traitement, à cet retour à la normalité. Alors c'est vrai, il y a autant des questions qui sont dans la phase, je dirais, un peu aiguë, avec la baisse de la capacité de travail, les éventuelles répercussions financières que ça a. Et puis après, il y a les questions sur le plus long terme. Est-ce que la capacité de travail est réduite durablement ou pas? Est-ce qu'il y a des démarches administratives qu'il faut faire pour accompagner les personnes? C'est vrai qu'on soutient aussi dans les démarches administratives auprès des différentes assurances sociales. Par exemple, l'assurance invalidité. C'est vrai que ça, c'est une des assurances. Ça, c'est l'AI, hein? C'est l'AI. On a parlé tout à l'heure, oui. C'est juste. Donc, oui. Par rapport à l'AI, qu'est-ce que ça veut dire l'AI? Alors l'AI, c'est l'assurance invalidité. C'est une des assurances sociales pour lesquelles on cotise en tant que travailleur et indépendant. Et c'est une des assurances qu'on est amené à solliciter quand on a un arrêt maladie durable, et puis on a une incapacité qui se prolonge dans la durée. D'accord. Donc c'est vrai que ça, toujours en collaboration avec les médecins aussi qui suivent les patients, mais on est amené à informer des prestations. Qu'est-ce que propose l'AI, quelles sont les démarches à entreprendre pour pouvoir en bénéficier, les accompagner un peu dans toute la procédure qui effectivement prend du temps. Donc ça, c'est une des questions qui revient aussi fréquemment et pour lesquelles on accompagne les patients et leurs proches. Oui, parce
que les traitements ont fini, mais la vie peut être vraiment beaucoup changée. Du coup, il faut s'adapter à cette nouvelle réalité, j'imagine, et aussi au niveau effet secondaire du traitement, genre la fatigue, normalement, elle est toujours là pendant encore un petit peu de temps. Et tout ça, j'imagine que ce n'est pas facile à gérer. Du coup, est-ce que vous réorientez les patients vers des activités, par exemple, qui peuvent aider à cette fatigue, à ces effets secondaires qui ont eu lieu? Alors c'est vrai qu'une fois que les traitements sont terminés, il y a un grand nombre de patients qui évoquent ces effets secondaires-là, c'est-à-dire voilà, effectivement notamment la fatigue. Et il y a d'une part l'accompagnement auprès de l'AI quand il y a une demande qui a été déposée pour faire reconnaître ces limitations-là, qui ont un impact quand même durablement sur la capacité de travail. Et puis effectivement sur la gestion au quotidien de ces effets secondaires avec voilà, tout l'accompagnement. Il y a aussi le programme de réadaptation qui peut être mobilisé. Mais c'est vrai que on accompagne vraiment dans différents domaines, que ce soit on l'a vu, je dirais, emploi, profession, le retour au travail, ou en tout cas les possibilités de démarche auprès de l'AI, les questions familiales, et puis les questions voilà, d'organisation au quotidien. Et aussi les questions financières, je dirais, qui sont liées en fait à la diminution la diminution souvent de la capacité de travail. D'accord. Du coup, si j'ai bien compris, selon les besoins des patients, vous orientez vers un service ou l'autre. Vous êtes quand même aussi en collaboration avec les autres services de la Ligue. Tu as mentionné la réadaptation oncologique, qui est un programme qui vient de commencer maintenant. Il y a aussi les activités collectives qui offrent un accompagnement d'activités physiques adaptées. Du coup, il y a beaucoup de patients qui viennent parce qu'ils étaient en contact avec vous et qu'ils ont su de ces activités qui pouvaient les aider à travers de l'assistance sociale, précisément. Oui, c'est juste. C'est vrai que, étant donné qu'on aborde des thèmes très différents au cours des entretiens, puis qu'on a des suivis aussi qui peuvent être assez longs, ça nous permet d'aborder ces thèmes et de collaborer à l'interne dans différents services si on voit qu'il y a des prestations de la Ligue qui pourraient être sollicitées pour un patient ou son entourage, et puis d'autres services externes si on voit qu'il y a des besoins et qu'il faudrait mettre en place des prestations. Je prenais par exemple l'exemple des soins à domicile tout à l'heure, mais ça peut être d'autres types de prestations. Bon, alors merci beaucoup Lara pour nous avoir clarifié un petit peu le rôle de l'assistance sociale aujourd'hui. Merci. Et merci aussi à tous nos donateurs qui font possible tout ce travail. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus précises. Vous pouvez continuer à écrire sur Facebook, mais aussi à nous appeler au 021 623 11 11 ou nous écrire un email à info@lvc.ch. Alors merci beaucoup Lara. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.